Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence Arbres et neurones. C'est une conférence qu'on va donner à deux voix, Daniel Van de Velde Bonjour. Et moi. Donc moi je m'appelle Alice Guyon et je suis chercheure en neurosciences et je me suis beaucoup intéressée aux interactions entre système nerveux, système endocrine, système immunitaire dans les conditions normales et pathologiques. Et plus récemment, je me consacre à la validation ou l'invalidation de pratiques complémentaires ou d'interventions non médicamenteuses. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter une conférence qui va faire un parallèle entre arbres et neurones. Daniel, tu veux te présenter? Oui, alors mon désir de participer à cette conférence, de faire un travail avec le docteur Alice Guyon, c'est, je suis persuadé, je me présente déjà, je suis artiste plasticien, je suis également écrivain, je pratique une forme de poésie assez expérimentale, une poésie visuelle. Tout ça, ça a son importance dans le déroulement du diaporama que vous verrez. Et si on a décidé de faire cette conférence dans laquelle je ne vais intervenir que par moment, c'est simplement qu'il y a cette idée que dans les recherches en physique, il y a quelque chose où la beauté, l'esthétique est une des forces fondamentales de l'univers dans lequel on vit. Et on va essayer de le dévoiler assez simplement. Il s'avère aussi que dans mon travail, j'ai une grosse relation aux arbres. Je travaille énormément avec des arbres, comme vous allez le voir au cours du diaporama. Et j'ai aussi un certain rapport à la chose cérébrale. Donc, cette conférence se fait dans le cadre de Sciences pour tous. Sciences pour tous est une association qui regroupe plus de 80 scientifiques et qui donne des conférences tous les ans dans les villages, dans les médiathèques, même dans les prisons, dans les écoles. Et donc, le but est de présenter les avancées scientifiques à tous et de permettre un échange entre citoyens et scientifiques du monde de la recherche. Donc aujourd'hui, dans cette conférence, nous allons vous parler de différents aspects qui peuvent concerner à la fois les neurones et les arbres. Donc on va faire comme un parallélisme entre neurones et arbres en abordant différents points, différents aspects comme la morphologie, l'écosystème, le développement, l'énergie, la circulation. On parlera d'attraction et de répulsion, de communication, de plasticité et de réseau des arbres et des neurones, de dégénérescence et déforestation. Et puis, on verra les apports réciproques des arbres et des neurones. Et puis, on parlera enfin d'art et de spiritualité. Là, c'est une première diapositive qui montre un des aperçus de mon travail. On est longtemps resté dans la poésie comme quelque chose qui était lié au livre, à une expression subjective. Et de nombreux poètes à s'être dit que finalement, il était bon aussi que la poésie s'extirpe d'une simple expression subjective et qu'elle soit aussi une émanation du monde, que le texte surgisse comme monde et fasse partie de l'univers. Ici, j'ai fait un travail, une variation lumineuse autour de teintes vertes, un travail numérique, où on a le système des branches qui sont en termes de ramification, qui sont en expansion. Vous pouvez voir ici, par exemple, on part sur 10 branches, 100 branches, 1000 branches, 10 000 branches, et on va ainsi jusqu'à l'infini, jusqu'à un point blanc lumineux, parce qu'il y a un moment donné, le regard s'égare. Donc ça, c'était une première planche sur les neurones, et ensuite la seconde planche, c'est exactement le même travail, sauf que les branches ont été remplacées par les neurones, et vous verrez, grâce aux connaissances d'Alice, que le parallèle entre les formes de ramification contenues dans les neurones et celles contenues dans les arbres est tout à fait pertinent ici. Voilà, c'était le texte introductif à cette conférence.
Donc après ces poésies visuelles, vous avez vu donc arbres et neurones se substituer, on va aborder des aspects de morphologie. Et donc on va comparer la morphologie des arbres et des neurones. Et pour commencer, donc je vous ai juste montré ce carreau de carrelage que j'ai photographié une fois dans un hôtel, parce que je me suis posé la question en le regardant de savoir est-ce que c'était un neurone ou est-ce que c'était un arbre. Ça pourrait vraiment être l'un comme l'autre. Et en effet, quand vous regardez la morphologie d'un arbre, bien, en général, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le tronc et le houppier qui est très ramifié, et la partie cachée de l'arbre, qui est souvent presque plus grande que le reste, c'est les racines. Et quand on compare cet aspect à celui d'un neurone, mais on voit qu'il y a quand même des correspondances, puisque le neurone est constitué d'un corps cellulaire autour du noyau, et il y a des grandes ramifications, il y a des grandes extensions de membranes autour du corps cellulaire, ça s'appelle les dendrites, ces extensions de membranes. Et puis, il y a un grand prolongement qui part du corps cellulaire qui s'appelle l'axone, qui est souvent plus fin que les dendrites et qui peut être très très long. Par exemple, dans le nerf sciatique, on peut avoir des axones qui font plus d'1 mètre de long, qui vont de votre moelle épinière jusqu'à la pointe de vos pieds. Et au bout de ces axones, là encore, il y a des ramifications qui peuvent rappeler un petit peu les racines pour arriver aux terminaisons axonales où va être libéré le transmetteur et libérer l'information pour aller informer la cible du neurone qui peut être un muscle, une cellule endocrine ou un autre neurone. Alors évidemment, là je vous ai mis 2 images d'un chou-fleur d'un côté et d'un cerveau de l'autre. Et comme vous pouvez voir, il y a des ressemblances entre les 2 morphologies. Il y a un aspect fractal dans les 2 cas. Et cet aspect fractal qu'on observe tant dans le chou-fleur que dans le cerveau peut être dû au fait qu'au cours du développement, il y a des contraintes qui s'imposent au cours du développement sur la croissance des cellules qui sont similaires et qui vont conduire à une morphologie un petit peu similaire. Donc d'autres exemples, là vous avez le même chou-fleur qu'on a coupé en 2 et vous voyez qu'au centre, il y a donc des vaisseaux qui vont conduire la sève jusqu'aux cellules les plus périphériques. Et quand on coupe une tranche de cerveau, là on voit que là encore, il y a des faisceaux de fibres que vous voyez ici en blanc. Et ils sont blancs, donc on appelle ça la substance blanche dans le cerveau. Ils sont blancs parce qu'il s'agit en fait d'axones, de neurones qui sont recouverts d'une substance qu'on appelle la myéline. Et la myéline, c'est du gras. Et le gras, donc c'est blanc. Donc ça explique cette coloration blanche. Et toutes les autres parties du cerveau sont grises. Toutes ces parties grises contiennent les corps cellulaires des neurones, donc avec les noyaux des cellules neuronales. Et donc là, en fait, vous voyez qu'il y a aussi des trous dans ce cerveau qu'on appelle des ventricules dans lesquels circule le liquide céphalorachidien. Et donc le tissu nerveux s'organise autour de ces ventricules et dans la boîte crânienne. Puis vous voyez qu'il y a deux hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, il y a des noyaux sous le cortex. Le cortex, c'est l'écorce cérébrale, donc ce qui entoure en surface le cerveau, et puis en profondeur, il y a des noyaux profonds. Ici, c'est le thalamus, par exemple. Alors, il y a énormément de fibres qui vont circuler dans le cerveau, qui vont transmettre à distance l'information d'un neurone à l'autre. Ici, on a visualisé, on vous permet de voir toutes ces fibres. Donc, c'est un cerveau qu'on aurait coupé au niveau médian, et on voit donc toutes les fibres d'un côté du cerveau. Et là, c'est le cervelet, cette petite structure qu'on a au niveau le plus postérieur et qui nous sert à l'équilibration et au contrôle du mouvement essentiellement. Vous voyez que le cervelet, il ressemble à un petit chou-fleur. On le compare souvent à un petit chou-fleur. Il y a vraiment des comparaisons morphologiques qu'on peut faire entre des choses végétales et le cerveau. Autre exemple, vous avez ici un enchevêtrement de lianes dans la nature, et comme vous le voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut observer dans cet enchevêtrement de faisceaux de fibres qu'il y a à l'intérieur de notre cerveau. Au niveau morphologique, il y a une grande diversité tant au niveau des arbres qu'au niveau des neurones. Au niveau des arbres, il y a des arbres qui ont des petits troncs, d'autres qui ont des troncs immenses, les racines peuvent être plus ou moins grandes, les houppiers peuvent avoir des formes complètement différentes. Donc Francis Allais, qui a beaucoup étudié la forme des arbres,
dit qu'il y a environ 60 000 à 100 000 espèces d'arbres et que la morphologie des arbres implique un phénomène qu'il appelle la réitération. La réitération se traduit par une succession d'unités architecturales qui se répètent, des pousses feuillées qui se refont à chaque fois à l'identique, ce qui donne un aspect fractal aux végétaux. Et on observe également cet aspect fractal au niveau des neurones. Donc ici, ce sont des colorations qui ont été obtenues par une coloration qu'on appelle la coloration de Golgi, qui a été mise au point à la fin du 19e siècle par Camillo Golgi. C'est une coloration en nitrate d'argent qui a pour particularité de ne colorer que quelques neurones dans le tissu nerveux. Et du coup, on arrive à bien la distinguer. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de s'apercevoir que les neurones n'étaient pas continus les uns avec les autres, qu'il y avait des interruptions d'un neurone à l'autre qu'on appelle des synapses. Ce n'était pas un ensemble continu de tubes. Il y avait une discontinuité entre les différents neurones. Donc là, je vous rappelle la morphologie du neurone, le soma, les dendrites, l'axone et les terminaisons. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents types de neurones qui peuvent être catégorisés selon la taille de leur axone, la forme de leur corps cellulaire, la forme de leur arborisation dendritique, tout comme il y a différents types d'arbres qui ont des formes de houppiers différents, etc. Donc, une grande diversité dans les deux conditions. Donc, il y a quand même une très grande différence entre arbre et neurone à notre échelle, c'est-à-dire quand on regarde un arbre, on peut le voir à l'œil nu, puisque c'est macroscopique, voilà. Par contre, quand on veut regarder les neurones, on doit les regarder au microscope. Le corps cellulaire d'un neurone fait environ 20 micromètres de diamètre, et donc ils sont invisibles à l'œil nu, et comme ils sont aussi gris dans le tissu, pour les voir, on doit avoir recours à des marquages pour les révéler. Donc ici, on vous a montré, par exemple, un marquage en fluorescence où les neurones sont colorés ici en vert et ici d'autres cellules qui les entourent, qu'on appelle les cellules gliales, vont être colorées en rouge. Et on peut même descendre à un niveau encore plus, un plus fort grossissement pour voir encore plus de détails. Donc ici, il s'agit de microscopie électronique. Et vous pouvez voir en microscopie électronique le noyau, les nucléoles. Dans les dendrites, vous pouvez voir des mitochondries qui sont le site où se produit l'énergie, où est produite l'énergie. Des appareils de Golgi qui vont être impliqués dans la synthèse protéique, dans l'axone des microtubules, etc. Donc, on peut vraiment voir les composants subcellulaires en microscopie électronique. Bien sûr, on peut aussi regarder au microscope des tiges ou des feuilles des arbres. Donc ici, par exemple, on vous a montré une coupe de feuilles d'arbres et on a utilisé des colorations pour visualiser les différents types cellulaires. Et ici, on voit colorés en vert des faisceaux qu'on appelle les faisceaux du xylème, où va circuler la sève brute, c'est-à-dire celle qui vient du sol, l'eau et les sels minéraux qui sont prélevés au niveau du sol par les racines, va circuler dans ces faisceaux du xylème qu'on voit très bien ici. Et on a ici en rose coloré des faisceaux du phloème, qui sont les cellules dans lesquelles va circuler la sève élaborée, c'est-à-dire celle qui a été enrichie en sucre au niveau des feuilles, là où se passe la photosynthèse. Et là, un autre exemple, c'est une tige où on voit encore les gros trous que vous voyez ici, ce sont les faisceaux du xylème avec une coloration, et en rose, les faisceaux du phloème. Donc, on peut accéder aussi au niveau des végétaux, bien sûr, à l'échelle des cellules, mais quand on les regarde dans leur ensemble, bien, on voit un ensemble de cellules et un individu, l'arbre. Interlude 1, interlude artistique s'entend. Je vous emmène dans mon atelier. Vous pouvez fermer les yeux. Il n'y a rien à voir. Nous sommes plongés dans le noir. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous avons seulement l'intuition d'un lieu qui nous attend. Mais nous ne savons pas où ni comment y aller. Mon atelier, c'est la forêt des arbres nomades. Ces arbres qui nous paraissent, vus d'ici, immobiles, alors qu'ils filent à des vitesses
folle si on considère leur temps de vie pulsé en spirale ascendante et descendante, connectés sur le mouvement des astres et des marées, la dérive des continents, les nappes phréatiques et la spontanéité avec laquelle ils absorbent la lumière pour l'enraciner sur Terre. Merci Daniel pour ce premier interlude. Vous allez voir que les interludes de Daniel nous amènent dans une autre dimension. Ça permet de faire une petite pause après toutes ces données scientifiques peut-être un peu abondantes. Ça permet une respiration. Donc je vais poursuivre. On va parler maintenant de coloration des arbres et des neurones. Je vous ai dit, pour pouvoir voir les neurones dans le cerveau, on est obligé d'utiliser des colorations. Donc, on peut, par exemple, les injecter avec des colorants fluorescents et ensuite, avec un microscope à fluorescence, une lampe à fluorescence, les illuminer. Et on peut ainsi les visualiser, soit avec des colorants fluorescents verts, comme la Green Fluorescent Protein, la GFP ici, ou d'autres colorants fluorescents rouges ou jaunes ou bleus. On peut aussi, maintenant avec les techniques génétiques, faire exprimer par les neurones des protéines fluorescentes à l'intérieur du neurone. Donc, il n'y a même plus besoin d'injecter avec une micropipette. À ce moment, ça s'exprime par soi-même. Ici, ce sont un ensemble de fibres du cerveau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'ensemble du cerveau. Et vous voyez tous les faisceaux de fibres qui ont été identifiés et qui ont été colorisés artificiellement pour pouvoir les distinguer. Donc là, ce n'est pas des colorations, hein, c'est juste par ordinateur, on attribue une couleur à chaque faisceau de fibres de façon à pouvoir les distinguer et on obtient cette très jolie image. Pour ce qui est des préparations de coupe de végétaux, donc le principe c'est qu'on coupe des tranches fines, par exemple d'une tige, on retire le contenu cellulaire et on fixe la tranche. Et ensuite, on fait une coloration. Donc, les colorations assez classiques, c'est des colorations vert-rouge. Donc, on peut colorer le xylème en vert et le phloème en rouge avec des colorants comme la safranine, le fast green, le carmin vert diode, enfin, peu importe. Et ensuite, on fait un montage de la coupe et on peut l'observer au microscope. Donc, généralement, le xylème en vert, comme vous le voyez là, et le phloème en rouge, mais ça peut être le contraire. Ici, vous voyez que le xylème a été coloré en rouge et le phloème apparaît en bleu. Donc, ça dépend des colorants qu'on utilise. Ici, on vous a montré le schéma d'une coupe transversale de tilleul. Et donc, vous voyez là aussi différentes strates superposées les unes après les autres. Donc, à l'intérieur, ici, ça va être les faisceaux du xylème qui sont plus à l'intérieur de la tige. Et à l'extérieur, le phloème, dans lequel, je vous rappelle, va circuler la sève élaborée, qui se trouve à l'extérieur. Puis, on a encore évidemment une écorce qui va protéger la surface. Et l'intérieur, quand on va dans les couches les plus internes, à l'intérieur du xylème, ce sont des cellules mortes la plupart du temps, comme on va le voir par la suite. Alors, bien évidemment, les arbres peuvent être colorés naturellement. Vous connaissez tous ces magnifiques images au Canada en automne où on a des érables de toutes les couleurs. Ici, c'est aussi une image d'écorce d'eucalyptus qui sont très colorées. Pour ce qui est des neurones, donc je vous ai dit, les neurones, naturellement, ils ne sont pas colorés, ils sont toujours gris-blanc. Et si on veut les voir colorés, il faut les trafiquer un petit peu. Et là, je vous ai montré en fait une image prise au microscope en fluorescence d'une coupe au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est une petite zone, on a 2 hippocampes de chaque côté et ce sont des structures qui sont très fortement impliquées dans l'apprentissage et la mémorisation, surtout la mémorisation spatiale. Et là, en fait, on a une souris qui a été transformée génétiquement. On a fait exprimer dans les neurones de cette souris des colorants fluorescents et différents colorants s'expriment au hasard dans différents neurones. Donc, c'est sous le contrôle de promoteurs différents qui vont être recombinés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais imaginez qu'en fait, dans certains neurones, il y ait par exemple un colorant vert qui s'exprime, dans d'autres un colorant rouge, dans l'autre un fluorescent bleu, dans l'autre un jaune, et dans certains, il y aura par exemple du jaune et du rouge, et du coup, le neurone va devenir orange. Dans certains, il va y avoir du colorant à la fois bleu et rouge, et le neurone va devenir violet. Et ça permet en fait de voir
les neurones de façon individuelle. Ici, c'est un plus fort grossissement. Vous voyez, par exemple, ce neurone, vous pouvez suivre son dendrite apical ici, et vous pouvez vraiment arriver à suivre très très loin le parcours de ce dendrite et pouvoir donc voir quelles vont être ses connexions avec les neurones voisins. Ça permet vraiment d'identifier chaque neurone en particulier. Donc cette souris, on l'appelle la souris Brainbow, comme brain et rainbow, donc le cerveau et l'arc-en-ciel. Et ça donne lieu à des photos vraiment magnifiques. Ici, c'est le gyrus denté de l'hippocampe. Vous voyez la beauté de cette photo. Alors, on va maintenant parler d'écosystèmes. Les arbres ne vivent pas isolés, ils sont entourés par tout un écosystème. Bon, ils utilisent, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, pour leur photosynthèse, l'énergie du soleil, et ils utilisent l'oxygène et le CO2 de l'air, l'oxygène pour respirer, le CO2 pour la photosynthèse, pour le fixer en composés organiques comme des sucres. Et ils utilisent également de l'eau qu'ils puisent par leurs racines et des sels minéraux. Ils sont aussi en étroite connexion avec beaucoup de micro-organismes dans le sol, avec des champignons, on va en parler un petit peu tout à l'heure, et puis ils interagissent beaucoup avec les animaux également, les insectes, ils peuvent permettre aux oiseaux de nicher, et ils ont souvent besoin aussi pour leur reproduction de ces animaux qui vont pouvoir propager les graines en les avalant et en les éliminant un petit peu plus loin. Du coup, ça permet une dispersion. Donc vraiment, l'arbre participe vraiment à tout un écosystème. Il reçoit de son environnement et il donne également beaucoup à son environnement. Dans La vie secrète des arbres, le forestier allemand Peter Wolleben raconte que certaines substances volatiles libérées par les plantes pourraient leur permettre de réguler leur microclimat de façon à ce qu'ils soient humides et frais. En émettant ces petites particules, ça va permettre la condensation de l'eau autour de ces particules et de faire pleuvoir. Donc les arbres sont aussi nécessaires pour créer de l'humidité qui leur permet de recevoir la pluie dont ils ont besoin. Alors, en ce qui concerne les neurones, c'est la même chose. Le neurone n'est pas isolé dans le cerveau, il est entouré de tout un tissu. Et ce tissu va contenir d'autres types cellulaires, comme des cellules gliales, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Il y a trois grands types de cellules gliales, au moins, dans le cerveau. Les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies. Donc, les astrocytes ont un rôle très important de communication avec le neurone, d'apport de nutriments et permettent d'éliminer les déchets produits par le neurone. Et vous voyez que l'astrocyte ici est représenté en étroite connexion à la fois avec le neurone et les vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins, là vous voyez des globules rouges dans le sang, sont entourés de cellules particulières qu'on appelle l'endothélium, les cellules endothéliales. Et ces cellules endothéliales sont en contact étroit avec l'astrocyte. Et du coup, le neurone va pouvoir puiser l'oxygène dont il a besoin, les sucres dont il a besoin pour se nourrir grâce à cette interconnexion avec les astrocytes. Il faut savoir que les neurones, le cerveau pèse à peu près, constitue à peu près 2% du corps au niveau du poids, mais il consomme à lui seul 20% de l'oxygène du corps. Donc, il est très gourmand à la fois en oxygène et en glucose. Et donc, il a besoin d'un apport constant de nutriments qui se fait grâce à ces astrocytes. Les axones des neurones, quant à eux, sont recouverts de cette gaine de myéline dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette gaine de myéline, elle est fabriquée grâce aux oligodendrocytes, ces microglies qui vont s'entourer autour du neurone pour constituer cette gaine. Donc, en fait, c'est des empilements de membranes, une membrane un peu particulière, un peu grasse, qui vont permettre cette gaine de myéline de se former, et on va voir son rôle tout à l'heure. Et enfin, le troisième type de glies, c'est les microglies. Les microglies, ce sont des cellules qui ressemblent beaucoup aux cellules du système immunitaire, ce sont des cellules de défense du cerveau, qui vont pouvoir phagocyter, qui vont pouvoir libérer des substances inflammatoires, qui vont vraiment jouer le rôle de patrouiller en permanence dans le cerveau pour voir s'il n'y a pas des déchets, des débris, des micro-organismes non désirés, etc. Alors, on va parler maintenant de développement. Alors, le développement de l'arbre, vous connaissez tous, je pense, que voilà, ça part d'une graine qui va
pouvoir germer pour donner une petite plantule. Et puis, si la petite plantule est bien ensoleillée, qu'elle a suffisamment d'eau, de sels minéraux à sa disposition, ça va donner un bel arbre. Donc, vous avez là soit le cycle du pin ou du chêne, le pin à gauche, le chêne à droite. Et puis, l'arbre va fabriquer des fleurs qui vont former des fruits, qui vont redonner des graines. Et les graines vont se disperser et donneront peut-être un nouvel arbre. Donc, ce cycle se reproduit. Et maintenant, on va pouvoir comparer ce cycle à ce qui se passe pour les neurones. Bien, pour les neurones, en fait, tout part d'une cellule souche embryonnaire, donc au niveau de l'embryon, une cellule non différenciée. Et sous l'effet de différents facteurs environnants dans le parenchyme cérébral en formation, eh bien, les cellules souches embryonnaires vont donner des cellules souches neuronales qui vont se différencier à leur tour, soit en cellules gliales, en astrocytes, soit en neurones, sous l'effet de différents facteurs. Donc, il y a une différenciation. Et une fois que le neurone est différencié, c'est irréversible. Il va rester neurone toute sa vie jusqu'à la mort. Donc, les échelles de temps entre arbre et neurone peuvent être très différentes. Pour l'arbre, la petite graine va se développer et ensuite l'arbre va peu à peu grandir jusqu'à atteindre une taille imposante pour certains arbres. Certains arbres peuvent vivre plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et dans certains cas, de rares cas, les arbres peuvent vivre plusieurs millénaires. Ici, je vous montre l'exemple du plus vieil arbre du monde qui a 4850 ans. Il s'appelle Mathusalem et il vit en Californie à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, les arbres, en fait, sont des plantes pérennes qui peuvent vivre très longtemps et en plus, avec leur façon de se reproduire. Donc, j'ai parlé là juste de la graine, mais il y a d'autres façons pour l'arbre de se reproduire. Il peut faire des rejets, il peut se propager par les racines, refaire un autre arbre qui aura exactement les mêmes gènes. Donc, ce sera le même arbre, mais à côté, un autre individu qui ressemblera au premier. Et même si le premier meurt, le second va prendre le relais, mais ce sera toujours le même génome. Si on compare à ce qui se passe pour les neurones, eh bien les neurones, ils sont formés, les corps cellulaires des neurones vont être formés durant les 12 premières semaines de vie fœtale. Et à la naissance, en fait, on a déjà notre stock de neurones. Et ensuite, les neurones vont mourir tout au long de notre vie. Donc, la durée de vie d'un neurone, c'est la durée de vie d'un humain, c'est-à-dire en moyenne 80 ans, on va dire, maximum 100, 120 ans. Donc, ces neurones, ils vont d'abord être juste un corps cellulaire et quelques dendrites. Et puis, au cours du développement, vous voyez que les dendrites vont grandir, les axones vont pousser. À la naissance, ils sont partiellement formés. Et là, c'est 11 mois après la naissance et à l'âge adulte. Et au fait, tout au long de notre vie, l'arborisation dendritique va être très plastique et va continuer de croître ou de se rétracter, en tout cas de changer de morphologie. Et il en est de même au niveau des terminaisons axonales. Il peut y avoir une certaine plasticité et des changements qui s'opèrent tout au long de notre vie. Et chez les neurones, donc là, vous avez l'évolution de l'embryon pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc, 12 semaines de vie fœtale, ça correspond à un stade vraiment tout petit. Et ici, on est à 23 semaines. Et puis ensuite, bon, évidemment, la croissance au cours de la vie. Donc, à la naissance, on a notre stock de neurones et on va en perdre, en fait, tout au long de notre vie. Mais dans la mesure où on a des milliards de neurones, on a une centaine de milliards de neurones, c'est pas grave d'en perdre quelques-uns, puisque finalement, c'est un petit peu comme si on défrichait et on ne conservait que les meilleurs chemins. Donc, c'est le phénomène d'apoptose qui est essentiel dans la mort neuronale. C'est une mort neuronale programmée qui est inscrite dans les gènes. Et il y a une grosse apoptose qui se fait au début du développement. Et puis ensuite, tout au long de la vie, on perd des neurones. Alors, il y a un petit bémol, il y a une seule zone du cerveau qui a été identifiée chez l'adulte comme permettant de faire de la neurogénèse, c'est-à-dire qu'on est quand même capable de refaire des neurones, de produire de nouveaux neurones tout au long de notre vie, mais seulement dans une toute petite zone qu'on appelle justement le gyrus denté de l'hippocampe que je vous ai montré tout à l'heure avec les neurones de la souris Brainbow. Et donc, dans cette petite partie de l'hippocampe, même chez l'adulte, on observe qu'il peut y avoir de la neurogénèse.
c'est assez marginal comme phénomène, mais ce serait impliqué dans l'apprentissage, notamment l'apprentissage spatial, la mémorisation. Et donc, quand on challenge notre cerveau pour apprendre de nouvelles choses, en particulier, par exemple, un nouveau chemin, un nouvel environnement, etc., on fabriquerait de nouveaux neurones. Et ces nouveaux neurones seraient importants également pour ne pas tomber en dépression, par exemple. Ici, vous avez une vue partielle sur la façon que j'ai de travailler, sur ce fameux atelier dont je parlais tout à l'heure. Vous avez commencé à voir des arbres creux, qui sont creusés, qui est le geste fondamental de la sculpture, le fait de retirer, d'amener à une sorte de luminosité qu'on ne soupçonnait pas dans les arbres. Je continue avec l'interlude. Enfant, le corps et l'esprit à l'étroit dans un univers restreint, je passais certaines nuits à marcher dans la campagne, environnant le village où je vivais. La nuit, les impacts visuels générés par l'activité humaine s'estompent lentement au fur et à mesure où l'obscurité prend possession de tout. J'ai appris à voir l'obscurité. Puis, à travers elle, j'ai vu comment les arbres m'apparaissent à l'aube. Dans ce compagnonnage nocturne avec les arbres, je me suis créé un arrière-plan gigantesque, presque aussi grand que la nuit des temps. Ces contacts répétés avec les arbres la nuit ont été ma première approche du territoire de l'art, compris comme une science à part entière. J'avais parfois l'impression de remonter le temps, d'être une plante parmi les plantes ou une pierre parmi les pierres. Alors, on va maintenant parler de croissance. Croissance de l'arbre et croissance des neurones. Donc, en ce qui concerne les arbres, il y a des zones dans l'arbre qu'on appelle les méristèmes, qui sont des zones de croissance. Donc, ce sont des zones où il y a des cellules, justement, qui n'arrêtent pas de se diviser et qui sont en constant renouvellement, sous forme de mitose. Elles se divisent. Et donc, les cycles cellulaires ont lieu ici dans ces méristèmes. Alors, il y a des méristèmes au sommet de la tige, ici, au niveau apical de la tige, et puis il y a des méristèmes axillaires au niveau de bourgeons latéraux. Donc, si jamais on coupe le sommet de la tige, l'arbre va s'arrêter de grandir et il va reprendre une croissance par les bourgeons latéraux. Il y a également des méristèmes, donc des zones de croissance, au niveau des racines, au bout des racines, tout au bout, des méristèmes apicaux des racines. Ici, vous voyez un grossissement de ce que serait une racine. C'est un petit marquage, une coupe de racine et puis le schéma correspondant. Et vous voyez qu'au niveau de la coiffe, il y a plein de cellules en division qui vont permettre la pousse de la racine. Il y a également des méristèmes au niveau de la tige, méristèmes qu'on appelle latérales. Et donc là, à ce niveau-là, il va y avoir production de cellules des deux côtés en fait du méristème. Ici, c'est un agrandissement, du coup, un schéma d'une coupe de la tige. Donc en jaune, vous avez ce méristème. Et les cellules vont se diviser pour former d'un côté des cellules du phloème et de l'autre côté des cellules du xylème qui vont donner lieu donc aux vaisseaux qui vont transporter la sève brute dans le xylème et élaborée dans le phloème. Donc ici vers le haut et ici vers le bas de l'arbre. Et puis vous avez aussi ici en jaune une autre petite zone de croissance qui va être la zone qui va produire l'écorce. Voilà. Et donc, si on compare avec ce qui se passe pour les neurones, comment se fait la croissance des neurones? Mais en fait, quand on regarde l'embryon, l'embryon est entouré d'un feuillet qu'on appelle l'ectoderme, qui va donner lieu à la peau. Et cet ectoderme, à un moment donné du développement, il va former une petite gouttière. Et cette gouttière va se fermer en un tube qu'on appelle le tube neural. Et donc, le tube neural, il va aller de la partie antérieure à la partie la plus postérieure de l'embryon sur la face dorsale. Et c'est ce tube neural qui va donner lieu au cerveau et à la moelle épinière dans la continuité. Ce tube neural, il va se différencier dans la partie la plus antérieure en 3 vésicules
qu'on appelle proencéphale, mésencéphale et rhombencéphale. Et puis, vous avez la moelle épinière donc, dans la continuité. Là, c'est en fait une coupe d'embryons, pareil, au niveau au centre, là, transversal. Et puis ensuite, les vésicules vont encore se différencier, c'est-à-dire que la vésicule là représentée en violet, la plus antérieure, va se différencier en télencéphale et diencéphale. Celle du milieu va rester le mésencéphale et celle la plus postérieure, en orange, là, va se différencier encore en deux, en métencéphale et myélencéphale. Et puis la moelle épinière en jaune qui reste la plus postérieure. Chez l'homme, le télencéphale va prendre beaucoup d'importance. C'est lui qui va donner lieu à toute la partie corticale dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va s'expandre. Et puis, elle a cet aspect un petit peu avec beaucoup de circonvolution, dû au fait que l'expansion se fait dans la limite de la boîte crânienne. Et donc, il y a cette contrainte qui va donner cet aspect de façon à occuper le maximum de surface dans un volume restreint. Le cerveau va adopter ces circonvolutions et cet aspect complexe. Et donc, chez l'enfant à la naissance, chez le bébé à la naissance, on a cette partie du prosencéphale qui a donné le télencéphale. Et puis, on a les autres parties qui sont cachées en dessous. Et vous voyez donc ici le cervelet, le bulbe rachidien qui est le myélencéphale, et puis la moelle épinière. Donc, toutes les vésicules sont un petit peu, se sont tordues pour pouvoir rentrer dans la boîte crânienne. Si on regarde maintenant au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde par exemple ce qui se passe au niveau du cortex cérébral, au départ, il y a des cellules qui vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cellules non différenciées qui vont se différencier en neurones, et les neurones vont migrer. Ils vont migrer le long de glis qu'on appelle des glis radiaires, qui sont un petit peu comme des autoroutes, qui vont montrer le chemin aux neurones pour aller à leur bonne place. Donc, ils partent, ces neurones, de la partie la plus profonde, à l'intérieur du tube neural, et ils vont progressivement migrer vers les parties les plus externes et s'organiser en couches dans le cortex, ce qui donne lieu à la fin à une organisation très précise où vous avez des neurones ici qui sont des pyramides, des formes pyramidales, qui vont être les uns sous les autres grâce au fait qu'ils ont suivi ce chemin le long des glis radiaires. Une glie radiaire peut faire migrer jusqu'à 130 neurones, donc c'est voilà. Quand on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la croissance, eh bien, vous connaissez probablement tous les cernes de croissance qu'on peut voir dans un arbre quand on le coupe. Et on sait que chaque cerne de croissance va correspondre à une année de croissance de l'arbre. Donc, en comptant le nombre de cernes de croissance, on peut savoir à peu près l'âge de l'arbre. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce méristème qu'on appelle ici le cambium, qui va produire d'un côté le xylème, c'est-à-dire l'aubier, et d'autre côté le phloème, c'est-à-dire le libère, dans le tronc de l'arbre. Et tous les ans, en fait, le méristème disparaît et un autre va réapparaître en périphérie pour redonner une cerne de croissance supplémentaire l'année d'après. Et donc, l'arbre va croître en latéral. Et au bout d'un moment, les parties les plus centrales vont mourir. Donc, le cœur de l'arbre, c'est la partie morte de l'arbre où il va stocker tous ses déchets, tout ce dont il n'a plus besoin. Et les parties vivantes de l'arbre, ce sont les parties périphériques. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà bu du sirop d'érable. Pour recueillir du sirop d'érable, on fait un trou au niveau de l'écorce de l'arbre ici, et on va faire un petit trou pour accéder au libère, donc là où circule la sève élaborée. Et le sirop d'érable, c'est la sève élaborée qui est très sucrée, donc, puisqu'elle est issue de la photosynthèse qui a produit tous ces sucres au niveau des feuilles de l'arbre qui redescend. Et on peut donc recueillir ce sirop. Donc, il y a des arbres qui ont des troncs d'une épaisseur différente en fonction de leur âge. Et j'ai voulu faire le parallèle avec les neurones parce que c'est un petit peu la même chose. Les neurones, quand ils apparaissent au départ, ne sont pas myélinisés. Et c'est au cours du développement que va se faire cette myélinisation grâce à l'enroulement autour de l'axone de ces cellules gliales qu'on appelle en périphérie les cellules de Schwann et dans le cerveau les oligodendrocytes. Et en fait, là, vous voyez
tout un enroulement de couches de membrane qui sont riches en myéline, donc en différents types de gras et qui leur donnent cette couleur blanche. Et en fait, là, vous voyez comment ça se passe. Vous avez d'abord la cellule qui s'entoure une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis il va y avoir des enroulements de plus en plus importants. Et donc, l'épaisseur de la gaine de myéline va grossir, tout comme le tronc grossit année après année. Et ça a des conséquences importantes parce qu'en fait, plus il y a de myéline et plus la conduction va être rapide. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, la conduction de l'influx nerveux, s'il n'y a pas de myéline, elle se fait de proche en proche, le long de la membrane. Donc, ça prend un certain temps. Si on rajoute une couche de myéline, ça va servir d'isolant électrique. Et donc, le courant, au lieu de circuler de proche en proche, il va faire des bonds de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Les nœuds de Ranvier, ce sont des interruptions dans la myéline. Vous avez la gaine de myéline, puis une interruption. Et donc, l'influx nerveux va sauter d'un nœud à l'autre et ça va lui faire gagner du temps. Un peu comme un kangourou qui irait plus vite en sautant que s'il marchait pas à pas. Donc là, je vous ai mis un tableau en bas où on voit l'importance de la gaine de myéline. Donc ici en bas, ce sont des fibres qui n'ont pas de myéline et plus on monte, on a les fibres A delta, A bêta, A alpha, plus les fibres sont myélinisées. Et donc plus elles vont être épaisses. Donc là, par exemple, les fibres C font 0,2 à 1,5 micromètres de diamètre. Et puis, plus on myélinise, plus les fibres se myélinisent, plus elles vont être épaisses, jusqu'à 13 à 20 micromètres de diamètre pour les plus myélinisées. Et vous voyez que ça correspond également à une accélération de la propagation de l'influx nerveux. Ici, pour les fibres C, 0,5 à 2 mètres par seconde. Et puis, de plus en plus, donc ça c'est comme si on avait la marche, mais plus on myélinise, puis on va vers l'équivalent du vélo, de la voiture de course ou même de l'avion pour les fibres A-alpha qui peuvent conduire l'influx nerveux jusqu'à 120 mètres par seconde. Donc les fibres C sont des fibres qui sont utilisées dans l'organisme pour véhiculer des informations de douleur et de chaleur. Les fibres A-alpha, A-delta sont impliquées dans la douleur également. Les fibres A-bêta sont impliquées dans le toucher, donc les sensations de tact, et les fibres A-alpha sont impliquées dans la proprioception, c'est-à-dire la sensation de nos articulations, de la position de notre corps dans l'espace. Donc vous voyez que par exemple, les sensations de douleur sont véhiculées beaucoup plus lentement que les sensations de tact. Donc, par exemple, si vous touchez quelque chose de très chaud, vous aurez d'abord la sensation de tact et la douleur va arriver après à votre cerveau. Alors maintenant, on va parler d'énergie. Il y a plein de processus énergétiques qui se passent tant dans les arbres que dans les neurones. Et je voulais juste mettre en parallèle 2 exemples de processus. Donc, un processus très important au niveau des plantes, des arbres, grâce auquel on peut nous exister, hein, c'est le processus de la photosynthèse. Donc, le processus de la photosynthèse, c'est la capacité qu'a l'arbre d'utiliser l'énergie lumineuse, l'énergie du soleil, pour fixer le CO2 de l'air par des processus très complexes et créer ainsi de la matière organique sous forme de glucose, de sucrose, de flux fructose, de saccharose. Donc, création de sucre grâce à la fixation du CO2 de l'air et de l'eau puisée par les racines. Ce processus va en plus avoir comme effet de créer du dioxygène, de libérer du dioxygène. Et c'est grâce à ça que la concentration de l'oxygène de l'air actuellement est autour de 20%. Le CO2 de l'air est autour de 0,03% en augmentation, comme vous le savez, ce qui n'est pas une bonne chose pour le réchauffement climatique. Mais donc, les arbres contribuent en fixant le CO2 de l'air à maintenir une concentration de CO2 pas trop élevée. Donc, comment s'effectue ce processus? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la photosynthèse parce que c'est un processus très complexe, mais en 2 mots, ce processus utilise des protéines spécifiques qui sont localisées dans le chloroplasme. Le chloroplasme, c'est un organelle spécialisé qu'on ne trouve que chez la plante, qui contient la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un pigment qui permet de réaliser la photosynthèse. Et donc, dans la membrane du thylakoïde du chloroplaste,
l'éclairage, les photons qui vont taper sur différentes protéines vont permettre de créer un gradient électrochimique. Et ce gradient va permettre de créer de l'énergie qui va pouvoir être utilisée dans des processus biochimiques pour créer de la matière à partir du CO2, de créer des réactions chimiques qui vont construire les différents sucres. Alors, nous aussi, on est sensible à la lumière, hein, on est capable de voir, par exemple. Alors, c'est aussi des processus qui font intervenir des protéines sensibles à la lumière, protéines qu'on appelle des opsines, et on a ces opsines, par exemple, au niveau de la rétine. Au fond de l'œil, on a cette rétine qui est constituée de neurones spécialisés aussi. Les cônes et les bâtonnets, ce sont des neurones, ce sont des cellules nerveuses qui possèdent des protéines particulières sensibles à la lumière qu'on appelle les opsines. Donc, par exemple, dans les bâtonnets, il y a la rhodopsine. Dans les cônes, il y a les opsines rouges, vertes et bleues. Donc, il y a des cônes qui sont sensibles au rouge, au vert et au bleu. Et on possède aussi des cellules qui ont une mélanopsine, qui est aussi une protéine sensible à la lumière et qui va informer le cerveau de est-ce que c'est le jour ou la nuit, et être impliqué dans les rythmes circadiens, mais également dans la pigmentation de la peau, etc. Donc, on est sensible à la lumière, et il y a également un ensemble de processus physico-chimiques qui vont se produire au niveau des cônes et des bâtonnets et qui vont finalement aboutir à la production de potentiels d'action, donc des signaux qui vont être émis par des neurones de la rétine et qui vont circuler dans le nerf optique jusqu'au cerveau pour informer les aires visuelles du cerveau de ce que nous voyons. Et en prolongement de tout ce dont vient de nous parler Alice, il y a cette idée de la croissance de l'arbre qui utilise la photosynthèse, et il y a cette idée de l'être humain qui, grâce à son œil, a une vision de son environnement. Dans mon travail d'artiste, j'ai voulu témoigner de cette idée qu'il ne fallait pas avoir une vision extrêmement arrêtée de l'arbre ou du bois, et qu'il fallait dévoiler, continuer, aller plus loin sur le plan de l'art dans cette idée d'une énergie en gestation, en travail, en devenir. Et c'est pour ça que quand je travaille les arbres, quand je vois qu'un arbre a été coupé, c'est ce qui explique les différentes sections que vous voyez. Quand je vois qu'un arbre a été coupé, vous voyez ici toutes les sections, je reconstruis le tronc. Donc je retrouve chaque morceau de l'arbre. Et ici, si vous prêtez attention, vous avez, j'ai mis à jour 5 années de croissance. Et ensuite, l'arbre est entièrement creusé pour mettre à l'intérieur et également ici à l'extérieur, exception faite de ces 5 années de croissance. Donc ce que je remets en jeu à partir d'un arbre qui a été coupé, qui est tombé, c'est l'énergie nécessaire à la croissance de cet arbre ici sur cette image, sur 5 années de croissance. Je peux même vous dire qu'ici, j'ai laissé les cernes de croissance de 1998 à 2003. Ça m'intéressait beaucoup d'être à cheval sur 2 siècles. Partir comme ça, c'est laisser advenir quelque chose de particulièrement singulier entre le regard d'un artiste qui peut se confondre avec le regard de beaucoup d'êtres humains et la singularité de croissance d'un arbre pour nous permettre de nous orienter différemment dans le monde. Alice a voulu qu'on montre ça aussi, parce que ça, c'est à la limite une extrême accélération de mon travail. Ici, l'arbre devient pierre. Moi, je suis un artiste, je ne pourrais pas vous expliquer le processus, mais je crois que Alice va se faire un plaisir à vous expliquer comment ça peut arriver. Donc ici, ce sont des arbres pétrifiés qui ont été trouvés, par exemple, dans des forêts pétrifiées aux États-Unis. Le principe, c'est que l'arbre, à un moment donné, est tombé et de l'eau qui contenait beaucoup de silice ou de composés minéraux a circulé dans les vaisseaux de l'arbre et peu à peu
à remplacer la matière organique, à précipiter et remplacer la matière organique. Et donc l'arbre est devenu pierre, puis ensuite il y a eu de l'érosion, et cet arbre qui était devenu très, très dur, très solide, a été mis à jour, et ça permet ainsi de voir des arbres qui ont vécu il y a des milliers d'années et de les mettre à jour. Ce sera mon troisième interlude. Ici, vous avez en haut un photomontage à partir d'une œuvre que j'aime énormément, qui est un tombeau à Walter Benjamin, qui est du côté de Cerbère et qui a été réalisé, je prie de m'excuser, mais par un artiste israélien. Et j'aimais bien cette montée graduelle d'un point sombre vers une montée lumineuse. Et en bas, c'est une œuvre sur laquelle j'ai beaucoup aimé travailler l'été dernier. C'est un pain d'Alep. Et là, ici, je l'ai peint en noir. Et le fait de le peindre en noir avec toutes les variations lumineuses données par le volume, eh bien, à aucun moment, vous ne voyez vraiment du noir, mais vous avez l'impression de variations de bleu, de violet, de toutes sortes de teintes. Et ça, c'est aussi l'un des grands mystères de la lumière et de la couleur. Concernant l'interlude 3, les artistes de ce premier quart du XXIe siècle vagabondent dans l'univers des signes. Nicolas Bourriaud, commissaire d'exposition, critique d'art, dans un très beau livre post-production, parle de l'artiste comme d'un sémionaute, c'est-à-dire un homme ou une femme qui navigue entre et à travers les signes, une forêt de signes. Les arbres sont des signes qui émettent, transmettent et absorbent d'autres signes. Je passe parfois par le langage, l'écriture. Alice, neurobiologiste, parle de la plasticité du cerveau. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik parle des interactions entre langage et cerveau. Il dit que le langage sculpte le cerveau. Celui-ci, connecté au monde, modèle la Terre d'heure en heure et de siècle en siècle. Je suis un artiste errant dans l'univers des signes, eux-mêmes errants, parce que de nouvelles plateformes de pensée et de vie nous attendent. Alors après cet interlude, on va parler de circulation. Donc circulation dans l'arbre et circulation dans le neurone. Donc dans l'arbre, on a déjà un petit peu parlé de circulation de la sève. Vous vous souvenez que la sève brute qui contient l'eau et les sels minéraux va circuler dans le xylème, donc à l'intérieur du tronc, et la sève élaborée, quant à elle, va circuler à partir des feuilles où la photosynthèse est réalisée dans les vaisseaux du phloème. Et cette sève élaborée va nourrir tout l'arbre, va nourrir les bourgeons, les fruits, les tubercules et les racines. Eh bien, dans le neurone, il y a aussi une circulation qui se fait dans les deux sens. Là, vous avez un sens montant, un sens descendant. Eh bien, dans les neurones, il y a une circulation qui se fait depuis le corps cellulaire, du neurone vers l'extrémité de l'axone, qu'on appelle antérograde. Par exemple, circulent tous les neurotransmetteurs, tout ce qui a besoin d'arriver à la terminaison de l'axone. Et à l'inverse, il y a un transport qu'on appelle rétrograde qui se fait dans l'autre sens. Par exemple, le transport de tous les déchets à éliminer qui se fait donc le long de ce qu'on appelle les microtubules, qui sont des petits assemblages formant des filaments qui vont rigidifier l'axone et permettre justement ce transport. Et puis, on a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait un autre type de transport qui était un transport de signal électrique, hein, le potentiel d'action, qui va être généré au début de l'axone. Ici, on appelle ça le segment initial de l'axone. Donc, le corps cellulaire, au niveau du segment initial, va faire un petit peu la somme de tous les signaux reçus par le neurone à l'instant T et va prendre la décision de générer ou non un potentiel d'action. Si on est au-dessus d'un certain seuil, le potentiel d'action va être déclenché s'il y a une dépolarisation suffisante. Et à ce moment, cette dépolarisation, c'est un changement de potentiel transitoire assez brutal.
du potentiel de membrane et qui se propage de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier jusqu'au bout de l'axone. Donc, il y a aussi un transport de potentiel d'action. Et ce transport se fait en général, surtout, du corps cellulaire à la terminaison de l'axone. C'est en général unidirectionnel. Je dis en général parce que potentiellement, ça pourrait se faire dans les deux sens, mais il se trouve qu'il y a des mécanismes qui font que le potentiel d'action ne va qu'en sens unique. Alors, concernant la circulation de la sève, les chercheurs se sont beaucoup interrogés sur comment est-ce que la sève peut monter dans l'arbre. Donc, une hypothèse qui a été proposée tout d'abord, c'était que la transpiration au niveau des feuilles, donc l'évapotranspiration, l'évaporation de l'eau, faisait que l'eau étant évaporée par capillarité, ça va faire monter l'eau dans les vaisseaux de la sève brute, sachant que ces vaisseaux sont très petits, hein, donc la capillarité peut se faire très très bien. Et ça induit une poussée racinaire et donc l'absorption au niveau du sol de l'eau. Et d'ailleurs, quand il y a des bulles d'air, quand il n'y a plus assez d'eau au niveau des racines, il peut se former des bulles d'air au niveau des vaisseaux de la plante, et la plante peut mourir parce qu'elle n'arrive plus à faire monter la sève depuis les racines. Il y a une autre explication plus récente qui est apparue, qui serait qu'en fait, la plante, quand elle génère de la sève élaborée est plus visqueuse que la sève brute, puisqu'il y a production de sucre, donc la sève s'épaissit. Vous n'avez qu'à regarder le sirop d'érable, c'est assez épais. Et en fait, cette densité plus importante de la sève élaborée fait que la gravité va s'exercer plus fortement sur cette sève élaborée que sur la sève brute. Et comme vous le voyez là, si on met donc en rouge ici un produit qui a une gravité plus importante, il va être attiré vers le bas. Et comme ça forme un circuit fermé, la sève brute et la sève élaborée, eh bien en réaction, en fait, la sève, il va y avoir une attraction. On va revoir l'animation. Donc, quand la sève brute va descendre d'un côté, eh bien, en réaction, ça va faire monter l'eau de l'autre côté et donc monter l'eau au niveau de la sève brute. Donc, comment circule le potentiel d'action dans un neurone? Ça, étant neurobiologie, je vais passer quelques instants à vous expliquer, même si c'est un phénomène très complexe et je n'aurai pas le temps au cours de cette conférence de rentrer dans les détails, mais simplement, il faut savoir que la membrane, d'abord toutes les membranes de toutes les cellules sont polarisées. Il y a un potentiel négatif à l'intérieur, donc des charges négatives en surface de la membrane à l'intérieur et des charges positives à l'extérieur. Pour ce qui est des neurones, en plus de ça, il y a des phénomènes particuliers parce qu'il y a des protéines particulières à la membrane des neurones qu'on appelle canaux ioniques qui sont sensibles au potentiel, qui sont voltage dépendants. Donc, quand une dépolarisation arrive, en fait, ces canaux vont s'ouvrir ou se fermer et ces canaux sont sélectifs à certains ions. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de myéline, bon, ça se propage de proche en proche. Quand il y a de la myéline, ça se propage de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Mais qu'est-ce qui se propage et comment ça marche? Et en fait, ce qui se propage, c'est une dépolarisation de la membrane. C'est-à-dire qu'au début, on est à moins 80 millivolts. Il y a une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de moins 80. Et puis, au moment où le potentiel d'action arrive, il y a une dépolarisation à plus 40 millivolts. Et puis ensuite, ça revient. Et comment ça revient? Comment ça se dépolarise? D'abord, ça se dépolarise parce qu'il y a une ouverture de canaux sodium, sélectifs au sodium, qui ne laisse passer que les ions sodium. Donc, c'est la dépolarisation qui va les ouvrir. Et le sodium, en rentrant, vous voyez que le sodium, il a une charge positive. Il va neutraliser les charges négatives qui sont à l'intérieur et même amener des charges positives. Et donc, ça a pour effet de dépolariser et même d'amener au-dessus de 0 jusqu'à plus 40, qui est ce qu'on appelle le potentiel d'inversion des ions sodium. Et là, on atteint un équilibre. Et puis, il y a d'autres canaux qu'on appelle les canaux potassium qui s'ouvrent avec un petit délai. Et au moment où ils vont s'ouvrir, eh bien, vous voyez que le potassium, il a aussi des charges positives, mais il y en a beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule. Dans l'eau de mer, à l'extérieur des cellules, il y a beaucoup de sodium. Et dans nos cellules, on a beaucoup de potassium. Et ce potassium, lorsqu'il va sortir de la cellule, eh bien, il va ramener des charges positives à l'extérieur. Donc, il va repolariser, il va enlever des charges négatives à l'intérieur. Il va repolariser la membrane du neurone. Et donc, on revient à cette valeur initiale de moins 80 millivolts. Ici, c'est une petite animation pour vous expliquer. Donc, les canaux sodium s'ouvrent, le sodium rentre, ça dépolarise. Et ensuite, avec un délai, les canaux potassium s'ouvrent. Et puis, le potassium sort et ça réhyperpolarise le neurone.
Et s'ils se sont ouverts, ces deux canaux, c'est parce qu'il y avait une petite dépolarisation qui a initié l'ensemble. Donc, il y a au niveau ici du segment initial de l'axone un événement qui va se produire de dépolarisation et ça va entraîner une succession d'ouvertures de canaux qui sont tout le long de cette membrane qui va propager comme ça le potentiel d'action du début de l'axone jusqu'à la terminaison. Interlude 4. Sur fond illustration d'œuvres installées ou en cours. Il existe une zone en amont du langage où s'élaborent les plus belles équations mathématiques, où un nombre infini d'œuvres en cours et à venir émergent. Le physicien Carlo Rovelli ne parle plus de matière, mais d'information. Les anthropologues Philippe Descola et Eduardo Kohn ne séparent plus nature et culture. Le philosophe Pierre Montebello parle de métaphysique cosmomorphe. C'est de tout cela dont il s'agit aussi dans ma démarche de plasticien et de poète. Je me fragmente, je m'espace et je m'évite. Je remonte le temps de mes propres errances pour les connecter à tous les systèmes arborescents en cours et à venir. Je me glisse dans les interstices du vivant. Je me connecte. La pureté est une force au même titre que la gravitation, les champs électromagnétiques. Un œil s'ouvre sur le jour, un œil s'ouvre sur la nuit. Je suis un vide ouvert à d'autres vides. Je suis sensible à la vibration du vide par la lumière qui interagit avec lui. Alors maintenant, on va parler d'attraction et de répulsion chez les arbres et les neurones. Comme vous le voyez sur cette photo, il y a un phénomène qui est décrit chez les arbres, pas tous les arbres, mais certains arbres, qui s'appelle la timidité des arbres. Je trouve ça assez poétique. Et en fait, c'est un phénomène où les arbres vont se créer un espace et ne vont pas se toucher. Vous voyez qu'au sommet des houppiers, ici, il y a un interstice, on voit le ciel. C'est comme s'il y avait une répulsion qui s'effectuait entre les branches des arbres pour éviter qu'ils ne se touchent. On sait que les arbres peuvent utiliser des substances répulsives pour se défendre. Pour se défendre, ils peuvent aussi utiliser des piquants ou également des alliés comme des fourmis rouges qui peuvent repousser les ennemis qui pourraient vouloir les manger. On sait qu'à l'inverse, la plante peut émettre des substances attractives, par exemple pour les insectes, pour les spores des champignons au niveau des racines. Ici, je vais vous donner quelques exemples d'attraction et de répulsion chez les plantes et ensuite chez les neurones. Donc ici, vous voyez, les plantes sont attirées, les tiges sont attirées par la lumière, comme cette orchidée l'illustre très bien, et à l'inverse, les racines ont une espèce de répulsion pour la lumière. Alors, comment est-ce que ça marche? Il y a des expériences qui ont été faites par Darwin dans les années 1880 et par la suite par Boyson et Johnson dans les années 1915-1913. Le principe de cette expérience, c'était de montrer que quand on fait pousser une plante et qu'on on oriente la lumière en venant d'une source horizontale, eh bien la tige va s'orienter vers la lumière. Si maintenant on coupe l'extrémité de la tige, donc là où il y a le méristème qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez qu'il n'y a plus d'orientation de la pousse de la tige vers la lumière. Donc il se situe quelque part au sommet de la tige une zone qui est sensible à la lumière, qui est nécessaire pour cette orientation. De même, si on met un capuchon noir sur le sommet de la tige, eh bien on n'a plus cette orientation vers la lumière. Si en revanche on met un capuchon transparent au sommet de la tige, comme vous le voyez, ça n'empêche pas que la tige va s'incurver vers la lumière. Si on met maintenant un tube opaque le long de la tige, mais pas au niveau du sommet, à la base de la tige, vous voyez que ça n'empêche pas que la tige s'oriente vers la lumière. Boyson et Jensen sont allés encore plus loin en montrant qu'en plus du fait que c'est cette partie apicale qui est importante dans la perception de la lumière, si on met un petit cube d'agar
qui va relier en fait le sommet de la tige qu'on a coupé avec le reste de la tige, eh bien, vous voyez que ça n'empêche pas que la tige s'incurve vers la lumière, parce que l'agar laisse passer des substances chimiques. C'est une substance, l'agar, c'est une espèce de gel qui va permettre aux substances chimiques de passer du sommet de la tige au reste de la tige. Donc ça montre que suite à l'effet de la lumière au niveau de la tige, il y a production de substances chimiques qui vont aller agir au niveau du reste de la tige pour provoquer cette incurvation, cette courbe de la tige. À l'inverse, si on utilise un petit bout de mica qui ne laisse pas passer les substances chimiques, qui est imperméable, et bien là, vous voyez qu'on n'a plus du tout l'effet de la lumière. Donc là, ça nous montre qu'il y a des substances chimiques qu'on appelle maintenant des hormones végétales qui peuvent aller agir sur toute la plante pour provoquer des effets physiologiques. Donc, au niveau de la racine, il y a aussi des phénomènes similaires. On sait que si on coupe l'extrémité de la racine arrête sa progression et sa recherche et ses orientations, parce que la zone de pousse de la racine, c'est la zone vraiment à l'apex, à l'extrémité. Et il a été montré qu'il y a des cellules dans la racine qui contiennent des petits grains d'amidon, qu'on appelle des amyloplastes. Donc, ces cellules ressemblent un peu à des statocystes qu'on a dans l'oreille interne, où on a des petits grains qui sont sensibles à la gravité. Ces petits grains sont en effet sensibles à la gravité et ce sont eux qui permettent à la plante de savoir comment elle se situe par rapport à la gravité. Et donc, si on incline une plante, elle va se redresser grâce à ces statocystes, grâce à ces petits statolites d'amidon qui sont présents dans les cellules et qui vont lui indiquer sa position par rapport à la gravité, au champ gravitationnel. Alors, au niveau des neurones, il y a également des phénomènes d'attraction et de répulsion qui existent. Et je vais vous donner un exemple. Donc, dans le neurone, je vous ai dit, d'abord, les neurites vont pousser, et puis à un moment donné, l'axone va pousser. Et à l'extrémité de l'axone, il y a ce qu'on appelle un cône de croissance. Le cône de croissance de l'axone, c'est une zone extrêmement active où il y a plein de pseudopodes qui se forment, qui sont tout le temps en train d'explorer, de chercher, de s'étendre et d'être en répulsion. Et donc, cette zone extrêmement active, elle contient beaucoup de molécules en surface qui vont être sensibles à des substances chimiques. Je vous donne un exemple. Ici, un exemple de chimioattraction par des substances qu'on appelle des nétrines. Donc, quand l'axone va percevoir un gradient de concentration de nétrine, eh bien, il va être attiré, le cône de croissance va être attiré vers la concentration maximale de nétrine. À l'inverse, ici un exemple de chimiorépulsion avec les sémaphorines. Ici, l'axone arrive à proximité des sémaphorines et hop, il va faire un virage à angle droit pour s'en écarter au maximum. Donc, c'est là une répulsion. Donc, il y a également des phénomènes de communication qui existent chez les plantes. Donc, il y a des communications qui se font de façon électrique. Par exemple, vous connaissez peut-être tous cette plante, la sensitive, Mimosa pudica. Quand on touche les feuilles de cette plante, il se rétracte immédiatement. Elle se rétracte immédiatement et c'est des phénomènes très rapides qui impliquent des phénomènes électriques. Il y a également des phénomènes plus lents qui se produisent dans la plante avec justement l'intervention de ces substances chimiques qu'on appelle des hormones végétales, comme l'auxine, par exemple, ou les cytokinines. Donc, il y a tout un ensemble d'hormones qui ont été identifiées chez les plantes, comme l'acide abscisique, l'éthylène, l'auxine, les cytokinines, etc., qui sont utilisées d'ailleurs pour faire mûrir les fruits, par exemple, ou pour accélérer la croissance des plantes. Donc, ici, je vous donne ces deux exemples. L'auxine a comme effet de diminuer les bourgeons axillaires et d'augmenter la rhizogénèse, donc de favoriser la croissance des racines et d'inhiber la croissance du reste de la plante. Les cytokinines, à l'inverse, qui circulent plutôt de bas en haut, alors que l'auxine circule plutôt de haut en bas, vont avoir pour effet de bloquer la rhizogénèse et d'augmenter la production des bourgeons axillaires. Donc, en fonction de la production de ces hormones, eh bien, on va avoir plus d'augmentation des racines ou plus une augmentation du haut-pied de l'arbre, par exemple. Comment est-ce que fonctionnent ces hormones? Je donne juste l'exemple de l'auxine. On sait que les effets de l'auxine vont être d'augmenter la pression osmotique à l'intérieur des cellules végétales, donc d'augmenter la pression sur les parois des cellules, et en même temps d'augmenter la production des molécules qui constituent les parois, comme la cellulose, par exemple.
Et du coup, les parois vont s'expandre et comme la pression sur ces parois augmente, eh bien, vous avez une croissance de la plante qui va se faire. Communication chez les neurones, je vous ai dit, l'influx nerveux va arriver jusqu'à la terminaison de l'axone. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est arrivé à la terminaison de l'axone, une fois que le potentiel d'action est arrivé au bout de l'axone, au niveau de la terminaison? Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation de calcium qui va se faire parce qu'il y a des canaux calciques qui s'ouvrent et ce calcium provoque la libération de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules spéciales, particulières. Je vous ai mis ici une liste de ces molécules, par exemple le glutamate, qui est un des neurotransmetteurs les plus répandus dans le cerveau, qui est plutôt excitateur, et le GABA, qui est aussi très répandu et qui est plutôt inhibiteur. Puis ensuite, tout un tas d'autres neurotransmetteurs et modulateurs qui vont pouvoir être libérés quand le potentiel d'action arrive à la terminaison nerveuse. Donc, selon les neurones, vous pouvez avoir un ou l'autre ou plusieurs de ces neurotransmetteurs qui sont présents à la terminaison et qui vont être libérés dans la fente synaptique. Donc, la synapse, c'est le petit espace entre les deux neurones, le neurone présynaptique, où est libéré le neurotransmetteur, et le neurone dit post-synaptique, donc après la synapse, où il y a des récepteurs, donc d'autres types de molécules spécialisées, qui vont être sensibles à ces neurotransmetteurs et qui, sous l'effet de ces neurotransmetteurs, vont pouvoir ouvrir des canaux ioniques, donc encore faire passer du sodium, du calcium, du potassium, etc. Et donc créer des variations de potentiel au niveau après synapse, donc au niveau du neurone suivant. Et le neurone, donc, il va intégrer tous ces signaux qui lui arrivent, sachant qu'un même neurone peut recevoir des milliers de synapses. Donc, il va faire la somme de tous ces signaux et il va décider si oui ou non il propage le signal, il déclenche un potentiel d'action pour propager plus loin le signal. Sortir de l'atelier comme on sort du laboratoire. Sortir dans le sens de s'extirper des réflexes qu'un confinement dans un atelier ou un laboratoire implique. Un confinement où les heures sont comme des boîtes où l'on range ce que l'on pense être la réalité du monde, alors que ce n'est qu'un espace déterminé dans un fuseau horaire donné. 8 boîtes par jour, de 35 à 40 boîtes par semaine. Sortir pour moduler ses recherches à la mesure de tout ce vivant qui nous appelle, nous accapare, nous enjoint de jouer avec lui la partition de l'univers, la partition de l'évolution. Le jeu devient alors celui d'un monde en lâcher-prise, un dialogue, une sémiose. La sémiose, c'est l'information contenue dans l'univers à travers chaque être qui le compose et qui émet des signes pour aller au-delà de soi-même. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Moi-même, je ne comprends pas toujours ce que je formule. Mais je me laisse porter pour atteindre le lieu de ma propre métamorphose d'artiste, de citoyen et d'être humain. Alors, on va C'était arrêté? Non, c'est pas arrêté. Je n'arrive pas à l'arrêter. C'est pas grave, on poursuit. Donc après cet interlude, on va poursuivre en parlant de plasticité des arbres et des neurones. Alors, ça ne marche plus. Okay, voilà. Donc, plasticité des arbres, ben, par exemple, on sait que selon l'endroit où va pousser l'arbre, selon son environnement, il est capable d'adopter des formes de houppiers complètement différentes. Ici, c'est un exemple de reconstitution de différents houppiers, de la forme de différents houppiers avec des logiciels de synthèse. Et vous voyez qu'il y a des arbres qui, quand ils ont de l'espace autour d'eux, vont occuper un espace maximal. Le houppier va prendre de l'ampleur. Mais s'il y a des petits arbres qui sont en dessous d'eux, eh bien, ils vont développer leur houppier en hauteur, bien au-dessus, pour trouver la lumière. Et à l'inverse, s'il y a d'un côté des arbres qui les encombrent, eh bien, ils vont se développer de l'autre côté. Un autre exemple de plasticité,
c'est ce qui se produit quand, par exemple, un tronc va tomber au sol. Si un tronc tombe au sol, eh bien, il va y avoir des réitérations qui vont se faire au niveau latéral et assez rapidement, des racines vont se former, de sorte qu'après qu'un arbre soit tombé, il peut y avoir d'autres arbres qui se forment à partir de ce tronc. Et au bout d'un moment, le tronc va pourrir et il ne restera plus que les réitérations. Donc, c'est vraiment une adaptation à l'environnement et à des intempéries qui peuvent se produire. De même, si un arbre est exposé à du grand vent, il est capable de complètement changer sa forme, adapter sa forme à un environnement très venteux. Ici, par exemple, vous voyez une coupe de tronc d'un arbre qui a été exposé à un grand vent, ou ça peut être aussi un arbre qui a été incliné. Et donc, pour se redresser, il va faire plus de bois d'un côté que de l'autre. Donc, c'est ce qui se passe dans cet exemple-là, où on a incliné le tronc d'un arbre, et du coup, la gravité s'exerçant de façon anormale sur l'arbre, grâce à cet histatocyte dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'arbre va créer plus de matière d'un côté que de l'autre pour se redresser, en fait. Et là, vous voyez en haut à droite des arbres qui ont des formes vraiment particulières. On pense qu'ils ont été contraints, alors qu'ils étaient petits, pour faire des bateaux, en fait, à adopter une forme particulière, mais ensuite, ils se sont redressés. Alors, il y a également de la plasticité dans notre cerveau, heureusement, sinon on ne pourrait pas apprendre. C'est ce qui fait qu'on est en constant apprentissage. Alors, il y a de nombreux phénomènes de plasticité cérébrale qui ont été montrés. Je ne vais pas vous parler de tous, je vais juste vous donner un exemple d'un phénomène qui est maintenant très étudié, qui s'appelle la plasticité à long terme au niveau des synapses entre les neurones. Donc, le principe de cette plasticité à long terme, c'est que si on excite très fortement une synapse, elle va se renforcer. Donc, l'expérience, ça consiste à stimuler au niveau présynaptique un axone et à enregistrer le neurone postsynaptique. Vous voyez ici que quand je stimule au niveau présynaptique, je déclenche un potentiel d'action. Et en postsynaptique, j'ai une petite dépolarisation, mais qui n'est pas suffisante pour déclencher un potentiel d'action au niveau du segment initial de l'axone. Si maintenant je fais une stimulation à très haute fréquence, c'est-à-dire des potentiels d'action très rapprochés pendant une durée assez importante. Donc là, vous avez un grand nombre de potentiels d'action très rapprochés. C'est une stimulation très violente pour le neurone. Et donc, en réponse à cette stimulation, il va avoir une réponse importante. Eh bien, il va y avoir des changements qui vont s'opérer au niveau de la synapse. La synapse va se renforcer. Si bien que si on refait la même stimulation qu'au départ, qu'on avait fait exactement ici, au lieu d'avoir cette toute petite réponse qu'on avait là, on va avoir maintenant une réponse qui va être plus importante et qui va même permettre d'atteindre le potentiel d'action. Donc, avant, on avait un stimulus qu'on pouvait faire de manière répétée, lentement, et on avait toujours la même réponse. Après un train de stimulus important, on a renforcé la synapse, elle va être beaucoup plus efficace. Donc, on va renforcer ce cheminement, ce trajet nerveux au sein du réseau à la défaveur des autres. Au niveau moléculaire, on peut visualiser des changements également. Au niveau de la synthèse des protéines, on peut voir qu'il y a peut-être plus de neurotransmetteurs libérés, il y a plus de récepteurs qui vont être formés au niveau postsynaptique, ce qui explique que la réponse est plus importante. Et la surface de membrane va même s'agrandir au niveau postsynaptique. On peut avoir des synapses plus grandes, on peut même avoir des synapses qui se dédoublent, 2 synapses au lieu d'une, vous voyez, une qui s'est séparée en 2. Donc, ça explique qu'on a une réponse plus importante après la stimulation à haute fréquence. Bien sûr, il existe des phénomènes inverses de dépression. Donc, il y a des voies qui vont être renforcées, d'autres qui vont être, au contraire, inhibées. Et tout ça est en perpétuel remaniement. La forêt est un territoire et le cerveau un continent. Un vaste continent qui va nous sortir de ce que l'économiste Gaël Giraud nomme le monde d'avant, qui est celui dans lequel je m'exprime face à vous aujourd'hui. Je remercie la neurobiologiste Alice Guyon. Je remercie le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Je remercie les anthropologues Édouard de Caunes et Philippe Descola. Je remercie le physicien Carlo Rovelli. Par leurs travaux, nous sommes sur le seuil de saisir les possibilités infinies du cerveau humain et surtout de son incroyable plasticité.
Il résonne de tout ce que nous sommes et il se fait aussi l'écho de tout ce que nous avons besoin de métamorphoser en nous. Notre cerveau n'est pas simplement la gare de triage de tout ce que nos neurones offrent de possibilités. Vous et moi, nous modulons ensemble un nombre infini de signes, d'arbres et de neurones. Laissons les arbres devenir des neurones qui traversent nos corps pour y imprimer une fraîcheur. Laissons les œuvres d'art libres de nous interpréter autant qu'on les interprète. Les œuvres d'art ne sont pas faites pour être contenues dans des boîtes. Vous non plus. Alors, vous avez vu tout à l'heure que les neurones sont connectés entre eux. Je vous ai dit qu'un neurone peut recevoir des afférences, donc des connexions de milliers d'autres neurones. On estime que chaque neurone reçoit environ 3000 synapses. Et en fait, donc il y a cet immense réseau de neurones dans le cerveau, mais il y a également un réseau qui existe chez les arbres, qui a été découvert assez récemment. On s'est aperçu qu'en fait, dans une forêt, les racines des arbres communiquent entre elles par un réseau de champignons qui s'entremêlent avec les racines des arbres. Donc, c'est beaucoup Suzanne Simard et Peter Wolleben, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont étudié ça. Ils ont démontré qu'il y a des filaments fongiques qui sont capables de transporter des molécules d'un arbre à l'autre, notamment des sucres, mais aussi des molécules informatives qui peuvent être libérées suite à un stress ou à un danger. Donc, les expériences montrent que ces échanges sont majoritairement dirigés vers les individus les plus jeunes. Donc, les arbres déjà bien établis, qu'on appelle arbres mères, vont nourrir les arbres les plus jeunes pour leur permettre de se développer. Les souches d'arbres également, des arbres qui ont été abattus, il ne reste que la souche. On a observé que ces souches peuvent être nourries et maintenues en vie par les arbres voisins survivants et que ça pourrait participer à une mémoire collective dans la forêt. Donc, au niveau des racines, il y a ce qu'on appelle des mycorhizes qui sont le résultat de symbiose, une association symbiotique entre la racine de l'arbre et des champignons. Donc, cette mycorhisation entre champignons et racines constitue un vrai réseau souterrain. Les chercheurs qui l'ont découvert ont appelé ça le Wood Wide Web, en référence au World Wide Web, WWW. C'est vraiment l'Internet des sous-bois. Et on estime que pour 1 mètre de racine, il pourrait y avoir jusqu'à 1000 mètres de filaments. Et que 20% des sucres de l'arbre pourraient servir à nourrir les champignons qui, en retour, fournissent des produits azotés à l'arbre. Donc, c'est vraiment une symbiose. Et ce grand réseau souterrain va contribuer du coup à des transports de nutriments, mais aussi d'informations d'un arbre de la forêt à un autre qui peut être très éloigné. Donc, au niveau du cerveau, il y a également ce très grand réseau de neurones. On a environ 100 milliards de neurones et 1000 à 3000 synapses par neurone. Donc, vous voyez que la combinatoire est énorme. Ça laisse des potentialités énormes. Donc, chacun de nous a un cerveau différent qui se crée au fur et à mesure de son développement, de ses apprentissages, de cette plasticité qui existe en permanence. Donc, la circulation, je vous ai dit, se fait en général majoritairement dans un sens. Vous avez arrivé de potentiel d'action, libération de neurotransmetteurs, genèse d'un nouveau potentiel d'action ou d'un train de potentiel d'action. Il y a des codes dans la façon dont les potentiels d'action se déclenchent, c'est aussi codifié. Et ça va circuler comme ça dans ces réseaux extrêmement complexes dont vous avez ici un aperçu. Alors, on approche bientôt de la fin de cette conférence et je voulais vous parler de l'influence de l'environnement sur les arbres et les neurones. Donc, pour ce qui est des arbres, on a déjà parlé de l'eau, de l'ensoleillement qui sont bien sûr indispensables au bon fonctionnement de l'arbre. Il y a des phénomènes qui peuvent paraître paradoxaux, mais par exemple, les incendies peuvent être utiles à l'arbre. Certains arbres sont pyrophytes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de vivre un incendie, bon, évidemment pas un incendie trop violent, mais de vivre une élévation transitoire de température pour que les graines puissent devenir matures et puissent germer.
Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, par exemple, l'exemple de la vernalisation. Certaines graines ont besoin, pour pouvoir germer, d'être refroidies, donc de vivre un hiver froid pour pouvoir germer l'année suivante. Et s'il n'y a pas cette vernalisation, il n'y a pas de germination. Il y a des graines qui ont même besoin de phénomènes encore plus complexes. Il y aurait des graines qui auraient besoin d'être en altitude, donc d'avoir une pression plus faible, pour pouvoir germer. Donc, il faudrait qu'un oiseau les mange, les amène en altitude et ensuite les élimine dans leurs fesses pour pouvoir germer. Donc ça, c'est l'exemple voilà, des séquoias qui ont besoin de la chaleur des incendies pour maturer. Alors, donc vous voyez qu'il y a une plasticité, une relation importante à l'environnement des arbres. Il en est de même pour les neurones. Dans une étude qu'on a fait au laboratoire dans les 6 dernières années, on a travaillé sur les effets de l'enrichissement de l'environnement chez la souris. Donc, en quoi ça consiste, l'enrichissement de l'environnement chez la souris? Dans la plupart des animaleries, les souris sont dans des petites cages qu'on appelle des cages standards, où elles ont à boire et à manger. Elles sont peu nombreuses par cage et grosso modo, elles n'ont rien à faire. Donc, c'est un milieu relativement appauvri. Et on a comparé les effets de ce milieu standard à un milieu qu'on appelle enrichi chez la souris. Et donc, dans le milieu enrichi, comme vous pouvez le voir ici, les souris ont des roues d'exercice. Elles peuvent faire de l'exercice volontaire. Elles ont beaucoup de jouets, des labyrinthes, des jouets colorés, des textures différentes. Elles sont plus nombreuses par cage, donc du coup, elles peuvent interagir socialement. Elles sont stimulées du coup au niveau de leur sens. Elles ont une motricité exacerbée et une activité sociale. Eh bien, on a comparé les cerveaux de ces souris standards et de ces souris élevées en environnement enrichi. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que leurs cerveaux sont radicalement différents. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, vous avez un neurone de souris élevé en environnement standard. Au même stade de développement, vous voyez que là, il y a très peu de branches au niveau de l'axone. L'axone a fait peu de prolongement, alors qu'au niveau de neurones de souris au même niveau, au même stade de développement, lorsqu'elle est élevée en environnement enrichi, on va avoir beaucoup plus de dendrites et beaucoup plus de branchements au niveau de l'axone, beaucoup plus de synapses formées. Donc, ça se voit vraiment au niveau morphologique parce qu'on voit que le volume du cerveau est différent, en particulier au niveau de l'hippocampe, cette structure dont je vous ai déjà parlé. L'hippocampe des souris enrichies a un plus gros volume que l'hippocampe des souris standards. On a pu le mesurer et cela est dû au fait qu'il y a plus de neurogénèse au niveau de l'hippocampe des souris enrichies, donc plus de formation de nouveaux neurones, mais également plus de synapses, donc on augmente la synaptogénèse. Et on a pu montrer aussi que la plasticité synaptique est modifiée chez les souris qui ont été élevées en environnement enrichi. Donc le fait d'interagir avec son environnement va augmenter la plasticité cérébrale. Alors ce ne sont pas les seuls effets, hein. J'ai décrit toute cette histoire dans ce livre que je vous présente là, comment enrichir son environnement pour aller mieux, que vous pouvez trouver aux éditions Ovadia ou sur Fnac ou Amazon. Et en fait, dans ce livre, on décrit non seulement les effets au niveau du cerveau, mais également les effets au niveau du système immunitaire. Ces souris qui ont été élevées en environnement enrichi sont beaucoup plus résistantes à des infections. Si on leur injecte des métastases de cancer, elles vont être énormément plus résistantes, voire elles ne vont pas développer de cancer par rapport aux souris standards qui vont développer des métastases un peu partout. Si on les vaccine, l'efficacité du vaccin va être bien prolongée par rapport aux souris standards, puisque les cellules mémoire vont durer plus longtemps. Donc, un ensemble d'effets bénéfiques. Et également, ces souris sont moins anxieuses, moins dépressives, elles apprennent beaucoup mieux, elles ont voilà, beaucoup d'avantages. Donc, j'attire votre attention vraiment sur l'importance de cet enrichissement de l'environnement, surtout par les temps qui courent, où on nous parle de confinement, on a interrompu toute possibilité d'avoir accès à la culture. Voilà, on a beaucoup moins d'interactions sociales. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire pour stimuler le système immunitaire. Donc, si vous voulez pouvoir stimuler votre système immunitaire, trouvez des moyens d'enrichir votre environnement malgré le confinement. Il y a toujours des moyens de faire chez soi certaines activités comme le yoga, le tai chi, le qigong, la méditation, un peu de sport.
Vous avez peut-être la possibilité de sortir en nature auprès des arbres pour faire du sport et puis stimuler votre cerveau également en apprenant une nouvelle langue ou en apprenant des poésies, en jouant d'un instrument de musique. Donc, il y a moyen vraiment de stimuler son environnement d'une manière ou d'une autre pour éviter d'avoir cet appauvrissement qui conduit à une diminution d'efficacité du système immunitaire. Donc là, justement, dans la même ligne, je vous parle de neurodégénérescence. Si on arrête de stimuler notre cerveau, on s'expose également à une accélération de la neurodégénérescence, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, où un grand nombre de neurones vont mourir. Donc, vous voyez ici l'exemple d'un cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, où le cerveau est tout ratatiné par rapport à un cerveau sain, parce que les neurones sont morts. Et puis, comme le cerveau occupe moins de place dans la boîte crânienne, du coup, les ventricules cérébraux sont beaucoup plus larges, et les ventricules vont devenir plus gros, le liquide céphalorachidien va envahir l'espace. Bon, évidemment, on a envie de faire le parallèle entre cette neurodégénérescence qui touche de plus en plus la population, parce que notre population est vieillissante aussi, on vit de plus en plus vieux. Donc, faire le parallèle avec la déforestation progressive de notre planète, qui fait qu'il y a de moins en moins d'arbres sur la planète. Or, les arbres sont vraiment nécessaires à notre survie. Les arbres sont des filtres contre la pollution, ils permettent de diminuer la température par un effet refroidissant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'ils font accélérer la pluie. Ils augmentent l'oxygène de l'air, ils fixent le CO2, ils préservent l'humidité, ils empêchent les glissements de terrain grâce à leurs racines. Ils sont un écosystème pour les insectes, pour les oiseaux, pour les petits mammifères. Et pour certains, ils produisent des fruits comestibles, ils produisent aussi le bois qu'on peut utiliser. Donc, pour l'instant, d'après un chercheur qui s'appelle Thomas Crowther, il y aurait 300 milliards d'arbres sur Terre. Et selon lui, il y aurait la possibilité actuellement d'en planter 1200 milliards supplémentaires, compte tenu des zones plantables accessibles à la surface de la Terre. Donc, il y a moyen de faire des choses, il y a moyen d'aller à l'encontre de cette déforestation massive et de ce à quoi on s'expose. Du coup, on expose toute l'humanité à cause de cette déforestation. Il y a moyen d'envisager de planter des arbres. On n'est pas là sur Terre pour s'abîmer. On n'est pas là pour subir. Rendez vos neurones actifs, plantez des arbres, laissez-les émerger en vous. On est là pour agrandir, libérer de l'espace et générer du temps. L'état de chaos n'est qu'un état transitoire. Ne devenez pas les satellites de vos vies. Apprenez à graviter et à vous émerveiller en votre âme et conscience. Prenez soin de vous, de vos proches, de la terre et de l'atmosphère. Prenez soin de tout. Donc, dans la dernière partie de cette conférence, je voulais aborder l'idée qu'il pouvait y avoir des interactions entre les arbres et les neurones. Donc, quelques exemples, il y a des plantes qui poussent mieux quand on les expose à la musique, par exemple, ou quand on leur parle. Les plantes sont sensibles aux vibrations. Il y a des exemples qui ont été décrits par exemple, par Amezen. Il explique que quand une abeille s'approche d'une fleur, la fleur perçoit en fait les vibrations liées aux ailes de l'abeille qui forment un bzzz dans l'air. Et c'est vraiment ce son particulier qui va déclencher une cascade d'événements dans la fleur pour lui faire produire plus de nectar et donc pour que l'abeille se fidélise à cette fleur plutôt qu'une autre. Interaction entre arbres et humains. Vous avez sans doute entendu parler de la sylvothérapie. Donc, l'idée est d'aller se promener en forêt et que ça nous fait du bien. C'est une discipline qui, au Japon, est très utilisée en thérapie. Ça s'appelle le Shirin-yoku au Japon. L'idée est que quand on va se promener en forêt, non seulement on est dans un air pur, les arbres produisent des substances qui nous font du bien, comme des terpènes qui font du bien aux bronches.
Il y a également dans le sol des micro-organismes qui sont antidépresseurs. Et également, on est en train de regarder des teintes de vert qui sont des couleurs qui sont aussi calmantes pour l'organisme. Donc, il y a un ensemble d'effets bénéfiques au fait de se promener dans une forêt. Arbre et neurones en art, je vais laisser Daniel, l'artiste, en parler. En haut, c'est une illustration d'une peinture de Mondrian. Et même si ça ne paraît pas évident de prime abord, c'est la première, c'est le premier artiste qui m'aurait influencé dans mon type d'œuvre, dans la façon que j'ai eu de faire de l'art, parce qu'il met sur le même plan la perception et la capacité qu'on a d'intellectualiser un espace pour le traverser et sortir d'une sorte de dramaturgie picturale pour entrer et évoluer dans un espace apaisé qui amène d'autres formes de perception et de possibilités d'intellectualisation. La quatrième image, c'est Alice qui va nous en parler parce que c'est... Voilà, ce sont des œuvres de Daniel, comme maintenant vous avez pu les reconnaître. Donc, les arbres en art, vus par Daniel Van de Velde. Et ici, oui, c'est juste une reconstitution de neurones tels qu'ils peuvent être observés au microscope par un artiste qui en a fait une œuvre d'art colorée. Et donc, pour terminer, c'est notre dernière slide. Je voudrais parler également de l'arbre dans notre spiritualité. L'arbre est très symbolique, hein, on parle d'arbre de vie, Yggdrasil, etc. Enfin, dans nos archétypes, l'arbre occupe une grande importance. Et l'arbre est également beaucoup utilisé dans la spiritualité, en particulier en méditation. Donc, moi, j'ai une formation, j'ai fait le DU de méditation et je guide plusieurs méditations. Et beaucoup de méditations utilisent l'image de l'arbre pour permettre de vraiment s'enraciner au sol, s'ancrer dans le sol et avoir un contact avec la terre. Et je vous remercie pour votre attention. Et c'était vraiment un plaisir pour nous deux d'échanger ces connaissances et ces idées avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous voulez donc nous contacter, vous avez sur cette dernière diapositive nos emails respectifs. Je vous invite à visiter le site de Daniel Van de Velde, c'est www.dvandevelde.com. Et puis vous pouvez également visiter mon site si vous le souhaitez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On prendra le temps de vous répondre, peut-être pas tout de suite, mais on essaiera de vous répondre. Comme c'est une vidéo où il n'y a pas de public et il n'y a pas d'interaction directe, c'est un petit peu frustrant, mais voilà, on peut s'accommoder comme ça en répondant en différé. Et bon, j'espère que ça vous a intéressé et que ce format un petit peu original, art et science, vous a plu. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer. À bientôt, au revoir. Au revoir.